Imaginez un peu un programme informatique. Un truc très simple, hein, qui n'a pas du tout été conçu pour attaquer. Ouais, pas de code malveillant, pas de virus. Voilà. Il n'a pas été codé pour détruire quoi que ce soit. Mais soudainement, au beau milieu de la mémoire de l'ordinateur, il subit une mutation. Et là, tout bascule. C'est ça. Il devient un parasite. Il commence littéralement à dévorer le temps de calcul, à pomper les ressources de son environnement pour assurer sa propre survie. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas le scénario d'un mauvais film de science-fiction des années 80, hein. Non, non, pas du tout. Pour une certaine frange très sérieuse de la communauté scientifique, ce petit bout de code est littéralement vivant. Visant. C'est un concept qui heurte complètement nos intuitions, on est d'accord. On a l'habitude de bien séparer les choses. D'un côté, la biologie, avec ses cellules, la chair, les tissus qui pulsent, le carbone. La vraie vie, quoi. Ouais, la vraie vie terrestre. Et de l'autre côté, les machines. Le froid, le silicium, les algorithmes bien propres. Sauf que cette frontière, Elle s'efface. La recherche avance tellement vite qu'on se rend compte que cette ligne de démarcation est en train de disparaître et ça laisse place à un territoire totalement inexploré. et c'est précisément ce territoire qu'on va arpenter dans notre exploration en profondeur aujourd'hui. Notre point de départ pour cette analyse, c'est une anthologie essai monumentale, éditée par Margaret A. Boden en 1996. Ah oui, The Philosophy of Artificial Life, la philosophie de la vie artificielle. Un classique absolu. Exactement. Ce recueil rassemble les idées de biologistes, d'informaticiens, de philosophes, bref, des pointures qui remettent tout en question ce que signifie, fondamentalement, le fait d'être en vie. Parce que la mission de cette discipline, et donc de notre discussion d'aujourd'hui, et attention, ce n'est pas de chercher comment on programme un ordinateur pour faire une tâche spécifique. Non, ça c'est l'informatique classique. Voilà. L'ambition ici est infiniment plus vertigineuse. Il s'agit d'étudier comment on peut carrément générer la vie. Générer la vie à partir de rien. C'est ça, le passage conceptuel de la vie telle qu'elle est sur Terre à la vie telle qu'elle pourrait être, donc émergeant dans des environnements totalement artificiels. Ok, décortiquons un peu tout ça. Parce que, pour que ceux qui nous écoutent saisissent bien ce qu'est la vie artificielle, ce que les chercheurs appellent la life, en anglais, il faut bien comprendre à quel point ça s'oppose à l'intelligence artificielle classique. L'IA telle qu'on la connaît dans la vie de tous les jours. Ouais. L'IA classique, qu'elle joue aux échecs ou qu'elle trie des milliards de données, elle est profondément hiérarchique. C'est une méthode descendante, le fameux top-down. Le haut vers le bas. Exactement. On prend une machine et un programmateur lui dicte des règles ultra exhaustives, étape par étape, pour arriver à un résultat prévu à l'avance. Et c'est une approche qui est extrêmement rigide, par nature en fait. Complètement. Alors qu'à l'inverse, la vie artificielle, elle, s'appuie sur une dynamique ascendante, de bas en haut, le bottom-up. On ne dicte absolument pas le comportement final à la machine, elle l'émerge par auto-organisation. Tu sais, l'analogie qui me vient à l'esprit, c'est la différence entre construire un gratte-ciel et faire pousser une forêt. Ah, j'aime bien ça. L'IA classique, c'est l'architecte, quoi. Il dessine un plan détaillé au millimètre, il dirige ses ouvriers et il n'y a pas de place pour l'improvisation. Si on rate une étape, l'immeuble s'effondre. Tout est sous contrôle. Ouais. La vie artificielle, par contre, c'est plutôt comme, je sais pas, prendre des poignées de graines très variées, les jeter dans un jardin, ajouter de l'eau, de la lumière et laisser cet écosystème interagir. Et dicter lui-même la forme finale. Voilà, une forme chaotique, imprévisible, mais magnifique. La forêt se crée d'elle-même. Ce qui est fascinant ici, c'est que les théoriciens ont commencé à tracer les plans de ce jardin virtuel bien avant les années 1990, bien avant Boden en fait. Ah oui. Oui, il faut remonter aux années 50 avec deux monstres sacrés de la science, Alan Turing et John von Neumann. Rien que ça? Bah ouais. Bien qu'ils étaient limités par des ordinateurs, enfin si on peut appeler ça des ordinateurs, des machines primitives à tube à vide, ils ont posé les fondations mathématiques de cette auto-organisation. Turing par exemple. Oui, Turing, universellement connu pour avoir cassé les codes de la machine Enigma, mais on parle beaucoup moins de son obsession pour la biologie de la forme, non? La morphogenèse, oui, en 1952. Et comment il expliquait ça, cette morphogenèse? En gros, il cherchait à comprendre comment un amas de cellules embryonnaires, qui sont toutes pareilles au départ, finit par s'organiser pour créer des motifs complexes, genre les taches sur le pelage d'un léopard. D'accord. Et il a prouvé mathématiquement que ça pouvait émerger simplement par la diffusion de substances chimiques. Imagine, deux produits sécrétés par des cellules. Un activateur, qui stimule la pigmentation noire, et un inhibiteur, qui la bloque. Et donc les deux entrent en compétition dans la peau du léopard. Exactement.
Et la petite astuce, c'est que l'inhibiteur se diffuse plus vite à travers les tissus que l'activateur. Donc localement, l'activateur gagne. Ouais, il l'emporte et ça fait une tache noire. Mais comme l'inhibiteur court plus vite autour de cette tache, il empêche d'autres taches de se former juste à côté. Ah, je vois. Absolu. Un algorithme naturel, en fait. Totalement. Et pendant ce temps-là, Jean de Vaux-Neumann explorait une voie parallèle avec ce qu'on appelle les automates cellulaires. Ouais, ça c'est une notion parfois un peu rude à visualiser pour notre audience. C'est vrai, mais pour faire très simple, imagine une grille infinie, un damier géant, où chaque case peut être soit noire, soit blanche. Von Neumann a pendu une règle ultra élémentaire. Du genre... Du genre, la couleur d'une case à l'étape suivante dépend uniquement de la couleur de ses voisines directes à l'étape actuelle. Ok, donc si une case blanche est entourée de 3 cases noires, par exemple, elle devient noire. Exactement. Par exemple, oui. Et si tu appliques cette petite règle simultanément à des millions de cases, étape après étape, tu vois apparaître des formes mouvantes, des motifs qui pulsent, qui se déplacent sur la grille. C'est hypnotique. Et von Neumann a même théorisé ça des années avant qu'on ne découvre la structure de l'ADN, n'est-ce pas Ève? Oui. Il a dit qu'une machine capable de se reproduire devait avoir des instructions qui servent à la fois de programme actif à exécuter et de données passives à copier. C'est exactement ce que fait l'ADN. C'est complètement dingue de se dire que tous ces principes fondamentaux étaient là, sur le papier, dans les années 50. Ils attendaient juste que la puissance des ordinateurs les rattrape. Et c'est ce qui nous amène à ce moment charnière. Voilà, le moment où on a enfin pu appuyer sur le bouton démarrer avec une machine assez costaud pour héberger la vie. Et ce grand saut, on le doit à un certain Thomas Ray. À observer la canopée, les insectes. Donc, quand il s'est mis à l'informatique, il a vu la machine non pas comme une calculatrice, mais comme un habitat naturel. Un écosystème en silicium. C'est ça. Il a créé un univers virtuel qu'il a appelé Tierra. Et le point de départ de Tierra, si je me souviens bien, c'est juste un seul organisme numérique. Un ancêtre qui fait quoi 80 lignes de code, 80 instructions, et son seul et unique but, c'est de se copier. Se reproduire, ouais. Mais pour que l'évolution démarre, il faut une contrainte. Sinon, c'est juste une imprimante bloquée. Dans la vraie jungle, tu luttes pour la lumière ou la nourriture. Et dans Tierra, Dans Tierra, Thomas Ray a imposé 2 ressources limitées. L'espace mémoire de l'ordinateur et le temps d'accès au processeur, le fameux CPU. c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce bout de code de 80 instructions se contentait de se cloner parfaitement, la mémoire se remplirait en 2 secondes et le système planterait. Fin de l'histoire. L'écran bleu de la mort. Voilà. Sauf que, pour amener ce hasard biologique, Ray a fait en sorte que le système de Tierra génère des mutations. De temps en temps, pouf, un bit est inversé. Une instruction change. Et sous cette pression de la sélection et des erreurs, Ray a vu apparaître des trucs incroyables. Des parasites. Des parasites informatiques, on s'entend. Oui, des mutants qui étaient plus courts. Au lieu de 80 instructions, il n'en avait plus que 45. Mais comment ils survivaient s'il leur manquait la moitié du code? C'est ça le truc. Ils avaient perdu la partie du code qui permet de se reproduire. Du coup, ils étaient plus petits, ils prenaient moins de mémoire et s'exécutaient super vite. Et pour survivre, ils se collaient dans la mémoire juste à côté d'un organisme complet et ils pirataient sa fonction de copie pour se cloner eux-mêmes. C'est des coucous virtuels, en fait. Ils squattent le nid du voisin. Ouais, ils détournaient complètement l'énergie de l'hôte. Et en réponse, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont muté à leur tour pour cacher leur code. Pour devenir immunisés. Exactement. Mais les parasites ont muté de nouveau en hyperparasites pour contourner ces défenses. Une vraie course aux armements évolutive. Morphisme sur de simples lignes de code. C'est la critique classique. Bah oui, fondamentalement, ce qu'on observe dans Tierra, c'est un glitch, non? Un bug informatique super complexe généré par des erreurs de mémoire. Comment on peut sérieusement dire que c'est de la vie? C'est une critique fondamentale, et elle occupe une grande partie des débats dans le livre de Margaret Boden. Thomas Ray a dû se défendre face à ça, évidemment. Et que répond-il? Il a inventé le terme de biologie synthétique, pour être clair. Pour lui, la vie, ce n'est pas une question de substrat, ça n'a pas besoin d'être mouillé, d'être fait d'eau et de carbone. C'est un processus. Programmée, elle est vivante, point barre. Ah, donc pour lui, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas comme de la vie. C'est une autre forme de vie. Selon lui, oui. Et son argument massu, c'est le rôle de ces parasites. Dans la théorie de l'évolution, on parle souvent du piège des maximales locaux. Ah, il va falloir qu'on éclaircisse un peu ce concept de maximal locaux, là. D'accord. Imagine un groupe d'alpinistes qui marchent à l'aveugle dans un brouillard super épais. Leur seule consigne, c'est aller toujours vers le haut pour trouver le sommet. D'accord, il monte. S'ils grimpent sur une petite colline,
Une fois arrivés en haut, tous les chemins autour redescendent. Donc, comme ils ne voient rien, ils se disent « bingo, on est sur le plus haut sommet du monde ». Sauf que la vraie montagne est à 10 km. Voilà, ça, c'est un maximum local. C'est une bonne solution temporaire, mais c'est une impasse évolutive. Et donc, pour trouver la vraie montagne de l'évolution, il faudrait qu'ils acceptent de redescendre dans la vallée, dans le brouillard, ce qui est contre-intuitif et va contre leurs règles de survie de toujours monter. C'est ça. Et c'est là qu'interviennent les prédateurs, ou dans le cas de Tierra, nos fameux parasites. Par leur pression destructrice, ils viennent bousculer les alpinistes. Ils les chassent de la petite colline. Ouais, ils forcent tout l'écosystème à redescendre, à fuir, et donc à explorer de nouvelles possibilités génétiques. Ils accélèrent l'adaptation. Les parasites numériques font exactement le même boulot que les lions dans la savane. Ils maintiennent le système inventif. Ok, l'argument est vraiment saisissant, je l'avoue. Mais parce qu'il y a un mais, même si Tira évolue de façon magnifique, j'ai un autre problème énorme avec ça. Lequel? L'ancêtre. Le tout premier organisme de 80 instructions. Oui. Ce n'est pas rien. 80 lignes de code fonctionnel, c'est un système hautement complexe, structuré, qui obéit à une logique claire. S'il n'y avait pas eu Thomas Ray, un humain, pour l'écrire, comment ces 80 instructions auraient pu s'assembler par hasard? Ah, le problème de l'origine. Bah oui, n'est-ce pas une impossibilité mathématique de gagner au loto cosmique par pur accident pour créer cet ordre initial dans la nature? Ton scepticisme là-dessus pointe direct vers un autre chercheur majeur du livre, le biologiste théoricien Stuart Kauffman. Ah, et que dit-il? Il démontre justement qu'on n'a pas du tout besoin de gagner au loto cosmique. Vraiment? Oui, Kauffman s'attaque au problème avec ce qu'il appelle les réseaux autocatalytiques. Et concrètement, comment ça marche, ce mécanisme? Alors, on se base sur de la chimie. Imagine une soupe primordiale, pleine de milliers de molécules totalement aléatoires. Le bouillon originel. Ouais. Certaines de ces molécules agissent comme des catalyseurs, c'est-à-dire qu'elles accélèrent ou facilitent la création d'autres molécules. Kauffman a modélisé tout ce chaos mathématiquement. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a prouvé que si tu mets ensemble assez de composants avec des règles variées, il y a un cycle fermé qui va obligatoirement se former. Genre une réaction en chaîne? Mieux que ça. Une boucle autonome. La molécule A aide à créer la molécule B. La B fabrique la C. Et la C, elle catalyse la fabrication de la A. La boucle est bouclée. C'est un circuit fermé? Exactement. Et ce que Kauffman montre, c'est qu'à partir d'un certain seuil de diversité, l'émergence de cet ordre n'est pas un accident rare, c'est une certitude mathématique, inévitable, de notre univers physique. Waouh! C'est un coup de tonnerre monumental pour la biologie classique, ça. Si je comprends bien, ça remet un peu en cause l'idée centrale du néo-darwinisme strict, non? L'idée que la sélection naturelle est le seul grand architecte, la seule force créatrice. Alors, la sélection naturelle reste le crible indispensable pour survivre, évidemment, mais Kauffman affirme que la matière elle-même a une tendance profonde, physique, à s'auto-organiser. Attends, si j'ose une petite analogie littéraire, dans cette vision, la sélection naturelle n'est pas l'auteur du grand livre de la vie, Non. elle ressemble plutôt à un éditeur très sévère. Tu sais, celui qui coupe les chapitres qui sont nuls ou qui ne marchent pas. C'est exactement ça. Mais les vrais auteurs, ceux qui pondent frénétiquement les premiers brouillons viables de la vie, ce sont ces lois de l'auto-organisation. L'ordre jaillit inévitablement et l'évolution darwinienne arrive après pour peaufiner. C'est une excellente façon de résumer Kauffman. Et si l'on relie cela au contexte plus large, l'anthologie de Boden insiste lourdement sur un point. La matière seule ne suffit pas. C'est-à-dire? Pour comprendre la vie, carbone ou silicium, il faut parler d'information. Les sources donnent un exemple vraiment brillant avec une amibe, le myxomycète, et sa molécule fétiche, la CAMP. Ah, l'amibe qui se transforme, oui, c'est un organisme super étrange. Mais en quoi cette molécule, la CAMP, démontre le pouvoir de l'information par rapport à la simple matière? Parce que la structure chimique de cette molécule ne change jamais d'un iota. C'est toujours la même. Sauf qu'elle va déclencher des comportements radicalement opposés chez les cellules, juste en fonction du contexte. Ah oui, oui. Ouais. Phase 1. L'amibe, c'est juste des millions de cellules individuelles dispersées. La molécule CAMP est libérée et agit comme un cri de ralliement. L'information, c'est « regroupez-vous ». Et là, les millions de petites cellules fusionnent et forment cette espèce de limace géante. Voilà. Et une fois la limace formée, phase 2. La même molécule change de rôle. Attends, c'est marrant, je vois ça un peu comme une brique sur un chantier. Une brique. Ouais.
Le matin, les ouvriers posent la brique sur les plans de l'architecte pour pas que le vent les emporte. C'est juste un presse-papier. À midi, il y a de la boue, on jette la brique par terre pour marcher dessus. C'est un marchepied. Et le soir, on la cimente dans le mur, ça devient la fondation. Ah, j'adore! La brique physique est toujours exactement la même argile, mais sa fonction, son information, change totalement selon l'avancement du chantier. C'est une parfaite illustration. Parce que dans notre limace d'amibes, en phase 2, la molécule CAMP devient un simple métronome rythmique. Ça donne la pulsation pour que la limace rampe. Ok. Et la phase 3? Au moment de se reproduire, l'information change encore. La molécule ordonne soudain à certaines cellules de se sacrifier pour devenir une tige et aux autres de devenir le bulbe avec les spores. C'est la même brique, mais l'information transmise dicte l'architecture. L'information prime sur la matière. Mais du coup, si l'ordre matériel est inévitable, comme le dit Kaufmann, et si l'essence du vivant, c'est le flux d'informations, toutes nos vieilles définitions scolaires de la biologie volent en éclats, non? Je veux dire, Aristote, qui listait les critères de la vie, nutrition, croissance, mouvement, il serait complètement perdu face à Thyra. Mais complètement. C'est pour ça que les philosophes de la A-Life cherchent de nouveaux paradigmes. Il y a la thèse de Marc Bedeau, dans le livre, qui avance un concept puissant, l'adaptation souple. L'adaptation souple. Pour Bedeau, la vie n'est pas une checklist de fonctions biologiques. La vie, c'est la capacité d'un système à générer continuellement de nouvelles solutions face à un environnement imprévisible. Donc, la capacité à évoluer de manière ouverte. C'est ça. Mais attends, il y a un énorme paradoxe là-dedans. Si la vraie définition de la vie, c'est l'évolution, l'individu n'évolue pas, lui. Non. Mon code génétique à moi, il va pas s'adapter de mon vivant si on subit une glaciation demain. Donc, selon Bedeau, individuellement, je n'ai pas cette adaptation souple. Tu touches du doigt la conclusion la plus vertigineuse de sa théorie. Si la vie, c'est l'évolution continue d'une lignée, alors au niveau de l'individu, la vie est secondaire. Waouh! L'entité véritablement vivante au sens fort, c'est la population entière, c'est le flux évolutif à travers les générations. Toi, moi, on n'est que des vaisseaux temporaires au service du processus. Sacré claque pour l'ego humain quand même, hein. On est juste des petites notes de bas de page temporaires dans le bouquin de l'évolution. Un peu, ouais. Mais bon, si Ray et Bedaou sont prêts à déclarer ces algorithmes vivants, d'autres tirent le frein d'urgence, non? Je pense au philosophe Elliot Sauber. Lui, il met un stop rouge vif à cette vie artificielle forte. Oui. Cela soulève une question importante, la distinction entre la carte et le territoire. Sauber, il est d'accord pour dire que l'évolution et l'ADN, c'est de l'information, comme un code. Donc, un code numérique ressemble bien à un virus. Oui, mais Sauber pointe une limite indépassable, le métabolisme. C'est-à-dire extraire de l'énergie physique de l'environnement. Exactement. Digérer, extraire des calories, synthétiser des protéines. Ça demande un ancrage dans la matière réelle, dans la thermodynamique. Contrairement à un ordinateur. Voilà, un ordinateur peut simuler la digestion d'une pomme à la perfection, modéliser chaque enzyme, mais l'ordinateur ne digère rien. Il ne tire aucune énergie de cette pomme virtuelle. Pour Sauber, sans métabolisme physique, une simulation restera toujours une simulation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au final, pour ceux qui nous écoutent, on ne va pas trancher. Notre but n'est pas de dire qui a raison. Sauber a un argument thermodynamique implacable. Et de l'autre côté, Ray et Bedeau montrent que l'adaptation transcende le support. Le silicium serait tout aussi légitime que le carbone. Les deux visions sont brillantes. Mais le grand mérite de cette philosophie, c'est de nous forcer à casser nos préjugés. On a le réflexe de penser que la vie doit être faite d'eau et de carbone, parce que c'est tout ce qu'on connaît. C'est notre seul point de repère. Ouais, mais la science prouve que les mécanismes d'ordre et d'adaptation sont peut-être des lois universelles, capables de parler d'autres langages. Et quel voyage! De l'IA classique, bien rigide, à l'auto-organisation inévitable de Kaufmann, en passant par Thyra où des bouts de code trichent et parasitent pour survivre. Sans oublier le mur du métabolisme de Sauber. C'est un vrai changement de lentille pour quiconque s'intéresse à l'avenir de la biologie et de l'informatique. Et c'est là-dessus qu'on va refermer cette analyse, mais je ne peux pas vous laisser sans une ultime réflexion. Une petite provocation pour nourrir vos pensées. Vas-y. Si la barrière absolue de Sauber, c'est le manque de métabolisme physique de ces algorithmes, que se passerait-il si on fusionnait les deux mondes? Oh, je vois où tu veux en venir. Imaginez qu'on prenne les populations algorithmiques de Bedeau, celles capables d'adaptation souple et ouverte, et au lieu de les laisser dans un PC statique, on les implante dans un essaim de robots physiques.
dehors, dans la nature. Des robots laissés à eux-mêmes, dont le code muterait comme dans Tierra? Précisément. Aucune directive humaine. Pour survivre, ils devraient consommer une énergie réelle. Chasser pour trouver des prises électriques, s'affronter physiquement ou évoluer pour s'auto-réparer en recyclant les pièces de leurs congénères morts. Ce comportement métabolique physique, guidé par une évolution darwinienne, effacerait-il définitivement la ligne rouge de Zauber? Si demain vous croisez cet essaim d'acier mutant, chassant pour survivre, pourriez-vous encore affirmer que ce sont de simples machines et non une nouvelle espèce vivante? Une piste de réflexion assez vertigineuse pour terminer la journée.